on appelle à la mère Michel, qui a perdu son chat. Par les pouvoirs qui te sont conférés par le père Lustucru, éloigne de l'arithmétique les malheurs du coronavirus. Bien, mes chers étudiants, après ces petites invocations purificatrices, afin de pouvoir travailler en toute sécurité, malgré l'invasion du coronavirus, je vous propose aujourd'hui de travailler sur l'exercice relatif à la série harmonique. Alors, il s'agit en fait d'une collection d'exercices bien connus, sauf peut-être pour la dernière partie, le fameux théorème de Wolstenholme. Donc, ce qui explique la longueur de l'exercice, évidemment, je l'ai collectionné dans un seul exercice, puisque tout ça tourne autour de la série harmonique. Alors, pour pouvoir bien comprendre l'exercice, on va commencer par faire un petit rappel sur l'extension de l'évaluation péadique à Q. Je me donne donc un nombre premier P, et je me donne un rationnel R, que je peux donc écrire sous la forme A sur B, avec A et B des entiers, B étant bien sûr non nul. Alors par définition, la valuation péadique de R, c'est la différence des valuations péadiques de A, des valuations péadiques de B, qui elles sont bien définies sur Z. Alors, c'est pas parce qu'on définit quelque chose qu'une chose est bien définie. Vous voyez qu'ici, il y a a priori un petit problème, c'est que A et B ne sont pas uniques. Il y a plein de manières d'écrire un rationnel sous la formation B. Et donc, le point, c'est un petit exercice très facile à faire, c'est que cette quantité ne dépend pas du choix de A et de B. C'est-à-dire, si A' sur B' égale A sur B, et en fait, il suffit de multiplier. Vous avez AB' égale, je vais écrire, si A sur B égale A' sur B', et bien ça implique que AB' égale A' B, et donc là j'ai des entiers, je peux appliquer la propriété multiplicative de l'évaluation péadique, et donc ça implique que Vp de A plus Vp de B' égale Vp de A' plus Vp de B, je passe le Vp de A' de l'autre côté, et donc ça me fait Vp de B moins Vp de A'. Et donc vous constatez que la différence, j'ai peut-être fait un peu trop le malin. Là, je vais écrire Vp de B, et ici Vp de A' moins Vp de B'. Excusez-moi, je garde le A' ici, je passe le B'. Et donc vous voyez que cette quantité ne dépend pas du choix de la fraction représentant R. Donc j'ai bien défini l'évaluation péadique sur R. Alors elle continue à avoir les mêmes propriétés, les trois propriétés fondamentales. C'est que l'évaluation péadique vaut plus l'infini si et seulement si R est nul. Ensuite, eh bien, dès que je me donne deux rationnels, l'évaluation péadique d'un produit, c'est la somme d'évaluations péadiques. Et enfin, l'évaluation péadique. Donc je me donne toujours A, R'. L'évaluation péadique de R plus R' est certainement supérieure au min de Vp de R. Vp de R'. Et il y a égalité dès que ces évaluations sont distinctes. Je rappelle que quand elles sont égales, je ne peux rien dire. Elles peuvent être distinctes, elles peuvent être égales ou supérieures. Bien, donc ça c'est relativement facile à montrer, c'est une conséquence du cas entier avec la définition qu'on a donnée sur les rationnels. Alors, une chose intéressante, c'est que cette extension de la notion d'évaluation, elle permet de caractériser le fait d'être entier pour un rationnel. Vous voyez que Q, si je prends R qui appartient à Q, eh bien j'ai R qui est en fait entier, si et seulement si
eh bien la valuation p-adique de R est positive pour tous les nombres premiers P. Voilà, je vous laisse aussi démontrer ça, c'est très facile, il suffit d'appliquer la définition. Bien, alors on en vient à notre exercice. Donc la première question, on ne va pas s'étendre, hein, l'objet c'est la série harmonique, c'est-à-dire la suite des sommes partielles de la série 1 sur n. Donc je ne vais pas m'étendre, je vais rappeler juste que c'était des résultats classiques sur les séries, hein, c'est que les théorèmes de comparaison série intégrale permettent de montrer que la série des 1 sur n a même comportement que l'intégrale de dx sur x. Et par conséquent, eh bien, que Hn va être équivalent à log n. Et en fait, c'est un petit exercice qu'on a fait d'ailleurs, je crois, me souvenir, dans une des séances de TD, c'est qu'en fait, on peut aller un petit peu plus loin, par une astuce toujours en utilisant les séries. On peut montrer que, eh bien, il existe une certaine constante gamma, qu'on appelle la constante de R, telle que la différence Hn sur log n tende vers gamma, c'est-à-dire qu'on a un comportement, on a un facteur dans le développement asymptotique supplémentaire qui est en fait une constante, ce qui n'est pas rien. Donc je vous avais indiqué, je me souviens lors de l'exercice, qu'on peut même aller un peu plus loin que ça, on peut donner le comportement qui suit. Bon, en tout cas, peu importe, hein, je ne m'étends pas. Cette écriture vous justifie que la série harmonique, la suite Hn, tend vers plus l'infini. Bien. Bien, alors de retour pour le petit 2 de l'exercice. Là, on va rentrer dans le cœur arithmétique. On s'interroge sur la valuation 2-adique de la suite Hn. Et c'est ça qui va permettre de montrer que Hn ne prend jamais de valeur entière. Alors, on va calculer les premières valeurs de la suite Hn. Donc j'ai h de 1 qui vaut 1, h de 2 qui vaut 1 plus 1 demi, c'est-à-dire 3 demi. H de 3, eh bien c'est 3 demi plus 1 tiers. 3 fois 3, 9, plus 2, 11, ça me fait 11 sixièmes. H de 4, eh bien c'est 11 sixièmes plus 1 quart, ce qui me fait 4 fois 11, 44, plus 6, 50. 50 sur 24. Mais vous voyez que 50 sur 24, c'est pas irréductible. Je peux donc l'écrire 25 sur 12. Alors la difficulté, c'est justement d'arriver à trouver un dénominateur commun pour pouvoir écrire Hn sous forme de fraction rationnelle avec un dénominateur commun que je sais bien contrôler. Alors une solution, c'est évidemment de prendre par exemple la factorielle. On pourrait avoir écrire Hn sous la forme, donc j'ai des 1 sur k pour k égale 1 à n, vu que n factoriel est divisible par k pour tout k, et bien ça, je peux l'écrire sous cette forme-là. Bien. Alors l'intérêt, c'est que ça devient entier. Alors, c'est un dénominateur commun. Vous voyez sur les exemples qui vous sont donnés ici, c'est exactement le dénominateur. Là, si vous écrivez que c'est 1 sur 1, vous voyez que c'est exactement le dénominateur optimum pour les premières valeurs. Mais dès qu'on arrive à 4, on voit que le 24, qui est donc 4 factoriel, donne en fait un 12. Alors, on pourrait travailler là-dessus. Moi, je vous propose pour la résolution de cette partie de travailler sur un plus petit dénominateur commun, qui est tout simplement le PPCM des entiers de 1 à n. Bon.
Alors, on a déjà fait plusieurs choses sur cette fonction delta n. On va rappeler les propriétés. C'est que si je prends un nombre premier p, eh bien, l'évaluation d'un ppcn, c'est le max d'évaluation. Donc j'ai vp de delta n qui est égal à max des vp de k pour k variant de 1 à n. Ok. Alors j'ai fait ce choix-là, pardon. Donc avec ce choix-là, pour réécrire ma suite Hn, eh bien, je peux l'écrire sous la forme delta n fois la somme de delta n sur k variant de 1 à n. Et à nouveau, puisque delta n est divisible par tout k, par définition du ppcm, eh bien ça c'est un entier. On pourrait se poser la question de savoir si delta n c'est le dénominateur optimum. Hein, c'est-à-dire si à chaque fois que je l'écris sous forme irréductible, le dénominateur c'est bien delta n. Si vous vous amusez à programmer les premières valeurs de la suite Hn, vous allez vous rendre compte que non. En fait, il peut se produire, parce que vous avez une somme ici. Il se pourrait que cette somme-là contienne des facteurs premiers apparaissant ici. C'est d'ailleurs une des questions très intéressantes. C'est que si au rang n, je l'écris sous forme irréductible a sur b, qu'est-ce que je peux dire de b par rapport à cette fonction delta? Ok. Alors, l'énoncé vous suggère de considérer le plus grand entier R tel que 2 puissance R soit inférieur ou égal à n. Donc comme c'est le plus grand, eh bien n va être inférieur à 2R plus 1. Le point, ça va être de voir que en fait ce R-là, c'est exactement la valuation 2 adique de delta n. Alors pourquoi? Eh bien, on va se donner un entier k qui appartient à 1n. Et je vais supposer que la valuation 2 adique de k est supérieure ou égale à 2r. Supérieur ou égal à r. C'est-à-dire, autrement dit, que je peux écrire k sous la forme 2 puissance r fois m, avec m plus grand que 1. Bien, et ça, on va voir que ça ne se produit qu'une seule fois, et qui est précisément quand k égale 2 puissance r. Alors, si k est différent de 2 puissance r, bien forcément m est strictement plus grand que 1, c'est-à-dire en fait supérieur ou égal à 2, mais ça va impliquer que k est plus grand que 2 puissance r plus 1. Mais comme k est plus petit que n, ça veut dire que 2 puissance r plus 1 est plus petit que n. Or, vous avez pris r de sorte que 2 puissance r plus 1 soit strictement plus grand que n. Donc ça, c'est absurde. Conclusion, c'est cette hypothèse-là. Donc vous venez de montrer le résultat suivant. Vous venez de montrer que, quel que soit k qui appartient à 1n, si k est différent de 2 puissance r, et bien nécessairement la valuation de adique de k est strictement inférieure à r. Et bien ça montre en particulier que la valuation de adique de delta n, vu que cette valuation de adique c'est le max d'évaluation de adique de k, bien vous voyez qu'elle est atteinte en r, et elle est atteinte exactement une seule fois. Bien. Alors la conclusion, on va continuer à exploiter ça, donc je suis toujours sous cette hypothèse-là. Si k est différent de 2 puissance r, la valuation étant strictement inférieure à r, eh bien vous voyez que la valuation 2 adique de delta n sur k, qui donc égale à la valuation 2 adique de delta n
moins la valuation de édique de K, eh bien, elle vaut R moins V2 de K, mais comme V2 de K est strictement inférieur à R, elle vaut R, pardon, strictement inférieur à R, ça, vous voyez que c'est supérieur ou égal à 1. Oui. Et le cas qu'on a oublié, c'est 2 puissance R, et bien V2 de delta n sur 2 puissance R, à cause du même développement, ça va valoir 0. Et du coup, eh bien, je reprends ma somme ici, hein, la somme des delta n sur K, pour K variant de 1 à n. Eh bien ça, je vais isoler le 2 puissance R, sur K, donc c'est K différent de 2 puissance R. Et donc ce qu'on a montré, c'est que toutes les valuations ici, toutes les valuations de EDIC sont supérieures à 1, et que la valuation de EDIC ici vaut 0. Et sur le petit rappel que je vous ai fait sur l'évaluation PADIC, comme chaque valuation de EDIC ici est supérieure à 1, ça veut dire que chaque entier est pair en fait, eh bien cet entier est pair, donc la valuation de EDIC de ça, c'est supérieur ou égal à 1. Alors quand vous sommez deux éléments qui n'ont pas même valuation PADIC, la valuation PADIC de la somme, c'est la plus petite des valuations PADIC. Donc, vous venez de montrer que la valuation de EDIC de cette somme, eh bien, elle est égale à 0. Eh bien, la conclusion est obtenue ici, c'est que la valuation de EDIC de HN, vu qu'ici j'ai un rapport, c'est la valuation de EDIC de cette somme, moins la valuation de EDIC de delta N. Mais on vient de montrer que ça c'est 0, et puis ça, eh bien on a montré que c'était R. Et on vient donc de prouver la première partie de la question 2. En déduire que Hn n'est entier que pour n égale 1, bah H1 est certainement égal à 1 est entier, ça, il n'y a pas de problème. Et maintenant, si je prends n supérieur ou égal à 2, eh bien, le point, c'est que il existe R supérieur ou égal à 1, tel que 2 puissance R soit inférieur à 1. Et donc, le R maximal, il est certainement plus grand que 1. Donc, du coup, ben ça implique que V2 de Hn, qui est égal à moins R, est certainement strictement négatif. Or, dans le petit rappel qu'on a fait, on a vu qu'un rationnel est entier si et seulement si toutes ces évaluations PADIC étaient positives. Or, ici, on vient de montrer que la valuation de ADIC est strictement négative. Donc ça implique que Hn n'est pas dans Z. Voilà pour la question 2. Et alors, maintenant, on va s'amuser à tronquer la série. C'est-à-dire que on ne va plus considérer, on ne va plus sommer de 1 à 1 sur n, mais on va sommer de 1 sur m à 1 sur m plus n. C'est-à-dire, on se donne m et n, deux entiers, je vais plutôt prendre n supérieur à 1 et n supérieur à 0. Voilà, on va faire proprement les choses. Et je vais regarder la série tronquée, m plus n moins hm, c'est-à-dire, alors je vais peut-être même quand même prendre, si vous voyez que si je prends n égale 0, ça me fait hm moins hm, ça me fait 0, donc je vais prendre n supérieur à 1, il faut quand même que quelqu'un participe. Donc ça, ça me fait 1 sur m plus 1, plus 1 sur m plus 2, me, plus, etc., 1 sur m plus n. Oui, c'est-à-dire, si je l'écris sous forme sommatoire, c'est la somme de k égale m plus 1 à m plus n, des 1 sur k. Bien.
Et je voudrais montrer que ça, c'est jamais entier, en utilisant les mêmes idées que précédemment. Donc ça, il vous est suggéré de noter cet élément-là sous la forme UN. Oui. Et de noter AN, la valuation de Dick. Que de notation. C'est très... Alors, il s'agit de montrer que AN, c'est moins le max des V2 de M plus K. Et on va utiliser exactement le même type d'argument en réécrivant, grâce au PPCM, on va réécrire UN sous la forme 1 sur delta, somme des delta sur K, K égale M. Alors je pourrais même l'écrire delta N pour faire plus joli. M plus N, ou delta N, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le PPCM des entiers M plus 1 jusqu'à M plus N. Oui. Donc, l'intérêt de l'écrire comme ça, exactement comme dans la question précédente, c'est que ça devient un entier. Bien. Je sais que la valuation de ADIC de delta n, puisque delta n est un PPCM, eh bien c'est le max des valuations de ZADIC de M plus K pour K qui se promène entre 1 et N. Oui, donc j'ai décalé, vecteur de décalage par rapport à la question précédente. Bien, ici j'ai qu'un nombre maximum un nombre fini d'éléments, donc le maximum est bien atteint, c'est pour ça que c'est un max. Et donc, je vais me donner un entier I. En fait, je vais même en considérer deux. Je vais me donner deux indices dans un N, tel que, V de M plus I et V2 de M plus I et V2 de M plus J atteignent ce maximum. Donc tel que V2 de delta N égale V2 de M plus I égale V2 de M plus J. Alors je sais qu'il y en a au moins un. Et en fait, ce que je veux montrer, je vais dévoiler tout de suite mes intentions. Ce que je vais montrer, c'est qu'il n'y en a qu'un seul. Et donc on va utiliser, comme pour la question précédente, l'unicité qui va nous permettre de montrer notre résultat. Alors, supposons que I soit différent de J. Donc, quitte à permuter le rôle de I et J, je vais écrire I strictement inférieur à J. Et dire que, ça je vais la noter petit r, cette valuation, eh bien, dire que la valuation de ADIC de M plus I, c'est R, c'est exactement dire que M plus I, il s'écrit sous la forme 2 fois R, 2 puissance R fois K, avec K premier à 2, c'est-à-dire avec 2 qui ne divisent pas K, et dire que M plus J est de valuation de ADIC R, c'est dire que ça s'écrit 2 puissance R fois K', avec 2 qui ne divisent pas K'. Mais l'hypothèse I strictement inférieur à J, ça implique que K est strictement inférieur à K'. J'ai deux nombres impairs, K et K', non égaux. Eh bien, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que entre les deux, il y a forcément un nombre pair, par exemple K plus 1. Donc K plus 1 est pair. Oui. Donc K plus 1, eh bien, je peux par exemple écrire 2K secondes, et K plus 1 reste strictement inférieur à K'. Oui, puisque K' est impair. Ok. J'ai K qui est strictement inférieur à 2K secondes, qui est strictement inférieur à K'. Et bien, si je multiplie tout
par 2 puissance R, ça me fait 2 puissance RK, strictement inférieur à 2 puissance R plus 1 quasi-monde, strictement inférieur à 2 puissance RK', mais ça, c'est exactement M plus J, qui est plus petit que M plus N. Donc ça veut dire que, eh bien, cet entier-là, il appartient à M plus 1, etc., jusqu'à M plus N. Seulement sa valuation de Hélic, elle est au moins égale à R plus 1. Et ça, c'est absurde. Pourquoi? Eh bien, parce que vous l'avez pris maximal. Vous avez pris M plus J, le R, c'est la valuation maximale. Donc, conclusion, qu'est-ce qui était absurde? Eh bien, c'est que I soit différent de J. Donc, conclusion, il existe un unique indice I0 dans un N, tel que l'évaluation de Hélic de M plus I0 soit maximale. Donc ça, c'est l'évaluation de Hélic de delta. Bon, bah on recommence, on redéroule le même argument, UN. Pardon, AN, qui est, encore que je n'ai même pas besoin de le considérer, le point, c'est que, quel que soit K appartient à un N, eh bien, si K est différent de cet indice I0, eh bien, la valuation de Hélic de M plus K va être inférieure ou égale à R-1, si bien que, eh bien, alors je me rends compte que j'ai fait une petite erreur ici, c'est pas K, si c'est K, pardon. Bah, alors, les indices, quel bonheur, quel bonheur. Alors, comment on va l'écrire? On va réécrire ma somme, allez, hop. Donc, somme de K égale M plus 1 à M plus N, de delta N sur K, c'est la somme de I égale 1 à N de delta N sur M plus I. Oui. Bien, donc je vais me donner un I qui appartient à 1N. Eh bien, si I est différent de I0, je viens de montrer que la valuation de Hélic de M plus I était nécessairement inférieure ou égale à R-1. Oui. Et donc, la valuation, c'est comme dans la question précédente, hein, la valuation de Hélic de l'entier delta N sur M plus I est certainement supérieur ou égal à 1. Et pour I égale I0, eh bien, la valuation de Hélic de delta N sur M plus I0, c'est bien sûr 0. Et donc, bah, vous réécrivez votre somme, comme tout à l'heure, c'est la même idée, comme étant delta N sur M plus I0, plus la somme pour I égale à N de delta N sur M plus I0. Mais vous avez supposé que I était différent de I0. L'évaluation de Hélic ici sont toutes supérieures à 1, donc celle-là est supérieure ou égale à 1. Celle-là vaut 0, et donc vous pouvez, toujours par la propriété de l'évaluation de Hélic, enfin de l'évaluation périodique, affirmer que la valuation de Hélic de cette somme, elle est nulle. Conclusion, eh bien si on revient à l'écriture de UN, UN,
AN, c'est l'évaluation de ADIC de UN, et UN, ben, c'est 1 sur delta N, somme de delta N sur M plus I. Eh bien, cette évaluation de ADIC, c'est cette évaluation ADIC moins celle-là. Et donc, comme celle-là vaut 0, eh bien c'est moins l'évaluation de ADIC de I, c'est-à-dire moins R. D'accord? Donc, je ne me perds pas dans mes feuilles. Vous venez de montrer cette propriété-là, puisque vous avez montré que le max, c'est bien l'évaluation de ADIC de delta N. Bon, on vous demande d'en déduire toutes les valeurs pour lesquelles, NM pour lesquelles HM plus N moins HM est entière. Bon, il y a le gag, hein. HM plus 0 moins HM, ça vaut toujours 0. Donc vous avez tous les couples MM. D'accord. Ensuite, eh bien, si vous prenez n égale 1, ben, qu'est-ce que c'est que HM plus 1 moins HM? Eh bien, c'est 1 sur M plus 1. Donc, ben, ça, ce n'est jamais entier. Hein. Et maintenant, si vous prenez n supérieur ou égal à 2, eh bien, on va utiliser ce qu'on vient de faire. Ben, si n est supérieur ou égal à 2, eh bien, dans votre ensemble, vous contenez m plus 1, puis comme n est supérieur ou égal à 2, vous avez au moins m plus 2, jusqu'à m plus n. Bien, et un de ces deux entiers est pair. Donc ça veut dire qu'il existe un cas qui appartient à un n, tel que l'évaluation de ADIC de m plus k est plus grande que 1, puisque vous en avez un des deux ici qui est pair. Bon, bah ça achève la preuve. Pourquoi? Bah parce que vous venez de montrer que l'évaluation de ADIC de... hein, vous avez montré que AN, c'était moins le max des V2, donc vous êtes au moins inférieur ou égal à M-1. Ah, à moins 1. Et donc, bah, ça implique que l'évaluation de ADIC de HM plus N moins HM est strictement négatif, donc ça implique que ce nombre est irrationnel. Et n'est pas entier, pardon. Que d'erreurs ce soir. Bon. Et donc, bah, on a conclu, c'est terminé. Le seul cas où vous avez est égal à un entier, c'est le cas trivial, hein, c'est le cas n égale 0. C'est-à-dire quand vous avez tronqué rien du tout dans votre série alternée. Voilà. Alors, on va passer au petit 4. Le petit 4, il va nécessiter quelques rappels sur l'arithmétique. On va utiliser bon, déjà un théorème bien connu qui est le théorème de Wilson, et qui dit la chose suivante, qui dit que si vous prenez un nombre premier, eh bien p-1 factoriel est congru à moins 1 modulo p. C'est un exercice qui figure sur la feuille d'exo. On ne l'a pas fait cette année, mais je vous engage à le faire. Il n'y a aucune difficulté. Dans la feuille d'exo, vous avez des indications qui vous permettent de montrer ça simplement. Ok, et le deuxième point, c'est un petit rappel sur les inversibles, les inverses modulo. Alors, je vous rappelle que donc, on va se donner un entier n, hein, on va le prendre supérieur à 2, et je vais me donner A appartient à z. Je vous rappelle que A est dit inversible.
modulo n, si bien il existe un b, tel que a fois b soit congru à 1 modulo n. Bon, et la proposition, c'est que a est inversible si et seulement si a est premier à n. Oui. Bon, et nous, ce qu'on va faire, c'est que pardon, on va se donner un entier k qui appartient à 0 n-1, oui, et on va noter, alors attention, la notation est extrêmement trompeur, k-1 qui, alors je prends k premier à n évidemment, et on va noter k-1 qui appartient à 0 n-1, tel que k-1 soit congru à 1 modulo n. Bien. Alors, le point, c'est que k-1 est absolument unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs éléments. Bon, je sais qu'il en existe au moins un, puisque la proposition ici me garantit que je suis inversible, et la définition, vous prenez le reste de la division euclidienne de l'inverse modulo n, ça vous donne un élément de 0 n-1 qui vous donne cette relation-là. Mais il pourrait éventuellement en exister plusieurs. Alors, il ne peut pas en exister plusieurs, pourquoi? Eh bien parce que si vous avez A et B qui appartiennent à 0 n-1, tel que KA soit congru à KB qui soit congru à 1 modulo n, ben vous faites la différence tout simplement, et vous avez KA moins B qui va donc être congru à 0 modulo n. Donc ça, c'est exactement dire que n divise KA moins B, mais par Gauss, puisque n est premier à K, je vous rappelle que j'ai pris K premier, ça va impliquer que n divise A moins B. Mais vous avez pris A et B dans 0n-1, donc la valeur absolue de A moins B est dans 0n-1. Et comme vous êtes divisible par n, eh bien ça implique que la valeur absolue est nulle, c'est-à-dire que A égale B. Donc vous venez de montrer qu'il y a unicité de l'inverse. Bon, et vous remarquez une chose absolument immédiate, c'est que K-1 est égal à K, parce que il suffit de commuter ces deux choses-là. Comme K est supposé dans 0n-1, eh bien... et qu'on a montré l'unicité, pardon, et bien forcément, vous avez K-1-1 qui est égal à K. Bien. Alors, on va passer au cas où n est un nombre premier. Eh bien, quels sont les entiers compris entre 0 et P-1 qui sont inversibles, modulo P? Eh bien, en fait, tous, sauf 0. Pourquoi? Bien parce que tous les P étant premier, tous les entiers de 1 à n-1 sont premiers à P. Et donc si je considère l'application de 1 P-1 dans 1 P-1, qui a un entier petit k va associer son inverse modulo P, eh bien, vous voyez que ça, c'est une bijection. Alors, pourquoi? Bien parce que, tout simplement, donc elle est bien définie, cette application, et bien tout simplement à cause de cette relation-là. Vous avez immédiatement le fait que cette application est égale à sa réciproque, elle est donc bijective. Bien. Donc ça, c'est le deuxième point dont on va avoir besoin pour démontrer notre théorème. Alors, le
reprenons le fil de nos investigations arithmétiques. Je me donne, donc je suis à la question 4, je me donne P supérieur à 3 premiers, et je considère la série harmonique au rang P-1. Donc c'est 1,5 plus, etc. 1 sur P-1. Et ça, je l'écris sous la forme A sur B, avec A et B premiers entre eux. Donc il y a une seule écriture possible sous cette forme-là. Et on vous demande de montrer que P divise ça. Alors, montrer que P divise A, bien vous remarquez que c'est exactement dire que la valuation P-adique de HP-1 est plus grande que 1. Pourquoi ? Bien parce que la valuation P-adique de HP-1, c'est la valuation P-adique de A moins la valuation P-adique de B. Mais les nombres sont premiers entre eux. Donc, dire que ça, c'est supérieur ou égal à 1, c'est exactement dire que VP de A est plus grande que 1. Parce que si VP de A est plus grande que 1, P divise A, mais comme A est premier avec B, eh bien P ne divise pas B, donc ça c'est nul. Donc vous avez bien VP de A moins VP de B plus grand que 1. Et réciproquement, si VP de A moins VP de B est plus grand que 1, vous avez bien sûr VP de A qui est plus grand que 1. Donc il s'agit, pour montrer ce résultat, d'étudier en fait la valuation p-adique de HP-1. Très bien. Eh bien, HP-1, une fois n'est pas coutume, on va à nouveau réduire au même dénominateur, mais le dénominateur commun qu'on va prendre, là on va y aller carrément, avec la louche, on va prendre P-1 factoriel. Donc ça, c'est 1 sur P-1 factoriel, somme de K égale 1 à P-1 de P-1 factoriel sur K. C'est formidable, parce que le théorème de Wilson me dit que P-1 factoriel est congru à moins 1 modulo P. Et si je prends K qui appartient à 1 P-1, eh bien je peux multiplier cette congruence par l'inverse modulo. Donc le K-1, c'est l'inverse de K modulo P. Conclusion, bien j'ai P-1 factoriel fois K-1, qui est donc congru à moins K-1 modulo P. On va essayer de comprendre ce que c'est que cet inverse. P-1 factoriel, c'est 1 fois 2 fois etc. fois K-1 fois K fois K plus 1, etc. jusqu'à P-1. Donc si je multiplie par K, eh bien, par K-1, pardon, eh bien vous voyez que P-1 factoriel fois K-1, c'est ça, et puis fois K, K-1, et puis fois ce qui reste là. Mais ça, modulo P, c'est congru à 1. Conclusion, P-1 factoriel K-1, et bien modulo P, c'est congru à ce produit-là, fois ce produit-là. Mais ce produit-là fois ce produit-là, c'est exactement P-1 factoriel sur K. Bon, j'insiste bien, hein, les notations sont trompeuses, on a envie de dire, c'est complètement évident. Ici, le K-1 ne désigne pas du tout le 1 sur K. Il faut que vous ayez conscience de ça, quand même. Donc, on vient de montrer que, quel que soit K, qui appartient à 1 P-1, eh bien, P-1 factoriel sur K est congru à moins K-1 modulo P. Et donc, du coup, bien cette somme-là, elle va être congrue à moins la somme pour K égale 1 à P-1 des K-1.
Or, on a vu que K donne K-1 est une bijection de l'ensemble 1P-1. Donc ça vient juste à repermuter les choses. Et donc du coup, bien ça, c'est cette somme-là, elle est exactement égale, hein, la somme des moins 1, des K puissance moins 1, pardon, pour K égale à 1P moins 1, elle est exactement égale à la somme des I pour I égale 1 AP moins 1. Il y a un signe moins. Bien, mais cette somme, bah, ça c'est bien connu, c'est P, P moins 1 sur 2. Il y a toujours avec mon signe moins. Et donc, bah, ça va me permettre de conclure. Parce que, qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que la somme des P-1 factoriel sur K, pour K égale 1 à P-1, est congrue à P P-1 sur 2, à moins P, P-1 sur 2, modulo P. Mais vous remarquez que P est supérieur ou égal à 3. Donc ça, c'est un entier. Conclusion, eh bien vous venez de montrer que cette congruence est 0. Et donc vous venez de montrer que P divisait cette quantité-là. Mais ça, c'est exactement dire que la valuation péadique de cette somme est plus grande que 1. Fort bien. Il reste pour conclure à montrer que cette valuation péadique, c'est en fait la valuation péadique de HP-1. C'est-à-dire, il reste à montrer que la valuation péadique de P-1 factoriel égale 0. Ben ça c'est clair parce que sinon, bien P diviserait P-1 factoriel, mais P étant un nombre premier, s'il divise un produit, il divise un autre terme du produit. Donc il existe certainement un indice K qui appartient à 1 P-1 tel que P divise K. Et ça c'est absurde parce que la relation de divisibilité induit la relation d'ordre usuel. P doit être plus petit que K, ce qui n'est pas le cas. Et donc, cette valuation péadique est nulle. Celle-là est supérieure à 1. Donc vous venez de montrer que VP de HP-1 est plus grande que 1. C'est-à-dire que P divise bien A, où A est le petit a de l'énoncé. Voilà, mes chers amis, on va arrêter la vidéo là pour cette partie et on va consacrer une vidéo complète qui sera assez longue parce que le théorème est très technique, hein, pour le théorème 5, le théorème de Wolstenholme, où on va montrer en fait que, toujours avec les mêmes hypothèses, qu'en fait P carré utilise là, ce qui est beaucoup plus fort, et on va voir que ça va nécessiter bien d'autres idées. Voilà. Mes chers étudiants, de retour pour la fin de cet exercice sur le théorème de Wolstenholme. Hier, en me couchant, j'ai constaté que la question 4 de l'exercice, montrer que la valuation péadique de HP-1 est au moins égale à 1, admettait une solution beaucoup plus simple, que je vous propose en préliminaire à la séance d'aujourd'hui. En fait, donc HP-1, c'est 1 plus 1,5 plus, etc. 1 sur P-1. Et donc je vous rappelle que P est un nombre premier supérieur à 3. En particulier, P-1 est pair. Donc je peux couper ma somme en deux. Et en fait, je vais l'écrire plus intelligemment de cette forme-là. 1 plus 1 sur P-1 plus 1 demi 1 sur 1 plus 1 sur P-2, etc. Et je peux effectivement le faire P-1 sur 2 fois. Et donc, je vais obtenir 1 sur P-1 sur 2
sur P moins P moins 1 sur 2. Et alors l'astuce, c'est de constater que si vous réduisez un même dénominateur, ici vous avez P moins 1 plus 1, ça vous fait P. Ici vous avez P moins 1, P moins 2 plus 2, ça vous fait P aussi. Etc. Jusqu'à P sur P moins 1 sur 2. P moins 1 sur 2. Bien. Et c'est-à-dire P fois la somme de K égale 1 à P moins 1 sur 2 de 1 sur K P moins K. Et le constat, c'est que ça, c'est certainement divisible par P moins 1 factoriel. Pourquoi? Parce que K est plus petit que P moins 1 sur 2. Donc ces deux choses-là sont distinctes. Donc cet entier, il peut, ce rationnel-là, il peut être écrit sous la forme A sur P moins 1 factoriel. Et donc, eh bien, comme dans la partie 4, hein, vous déroulez l'argument, l'évaluation pédique de ça, c'est 0. Donc l'évaluation pédique de ça, c'est 1. Voilà, donc ça c'était pour la petite astuce. Alors on arrive au théorème de Wolstenholm, où il s'agit en fait de montrer que cette évaluation pédique est au moins égale à 2, dès que P est supérieur à 5. Alors, on va commencer par quelques résultats intermédiaires. On considère pour un entier n supérieur à 1 le polynôme P de x, Pn de x égale somme de k égale 0 à n moins 1 de moins 1 puissance k plus 1 sur k plus 1 Cnk x puissance k plus 1. Bien, et on veut calculer explicitement ce polynôme. En fait, vous constatez que ça ressemble presque à une formule du binôme. Il y a ce facteur ici qui vient parasiter, mais ce facteur ici, eh ben, on va le tuer en dérivant le polynôme. Vous voyez que si je dérive mon polynôme, eh bien, je vois apparaître la somme de k égale 0 à n-1 de Cnk moins 1 puissance k plus 1 x puissance k. C'est-à-dire, si je le réécris bien, je vais factoriser un moins ici. C'est Cnk moins x à la puissance k. Et là, on fait apparaître une très belle formule du binôme. Il s'agit de 1 plus moins x à la puissance n moins 1. Mais attention, la somme s'arrête à n moins 1. Donc, dans ma formule du binôme, il va falloir que... Ça, je dis que c'est 1 moins x à la puissance n. Donc, si je développe ça, je vais avoir la somme de k égale 0 à n. Donc, il faut que je retire le nème terme. Cnn, c'est 1. Et le dernier terme, ça va être moins x puissance n. Donc, il va me rester ça. Voilà pour P'. Bah, du coup, il me suffit d'intégrer pour trouver Pn. Et bien, Pn, ça va donc être une primitive de cette chose-là. Alors, une primitive de 1 moins x à la puissance n, c'est moins 1 moins x à la puissance n plus 1 sur n plus 1, mais comme j'ai un moins, ça me fait 1 moins x puissance n plus 1 sur n plus 1. Moins par moins plus, donc même chose pour l'intégration. N plus 1, pardon, sur n plus 1. Et je n'oublie surtout pas la constante. J'ai une constante d'intégration, n'est-ce pas? Et
Eh bien, si je veux déterminer cette constante, le plus simple, c'est de l'évaluer en 0. Pn de 0, eh bien, d'une part, ici, comme je commence à k égale 0 et que j'ai k plus 1, ben, vous voyez que ça fait 0. Et d'autre part, si je l'évalue ici, ça me fait 1 sur n plus 1 moins 0 plus lambda. Et j'en déduis donc que ma constante lambda, c'est moins 1 sur n plus 1. De sorte que, eh bien, Pn de x, c'est 1 moins x à la puissance n plus 1, moins, alors pour que ce soit joli, je vais factoriser par moins 1 puissance n plus 1, j'ai un moins, donc plus moins 1 puissance n, x puissance n plus 1, moins 1, le tout, sur n plus 1. Voilà. Et, eh bien, maintenant que j'ai cette forme explicite, on vous demande d'en déduire cette valeur-là, mais cette valeur-là, ce n'est rien d'autre que la valeur de Pn en 1. Donc, somme de k égale 0 à n moins 1 de moins 1 puissance k plus 1 sur k plus 1, c'est nk, c'est Pn de 1. Et Pn de 1, bien, vous voyez qu'ici, les choses se passent bien, ça vaut 0. Et donc, ça me fait moins 1 puissance n, moins 1 sur n plus 1. Donc, on résume. Cette chose-là, bien, vous voyez que si n est pair, ça vaut 0. Et si n est impair, ça vaut moins 2 sur n plus 1. Et voilà. Bien. Alors, la question, c'était pour la question petit a. La question petit b, on veut en déduire que Hn égale la somme de k égale 1 à n de moins 1 puissance k plus 1 sur k, c'est n. Alors ça ressemble quand même énormément à cette somme-là. Vous voyez qu'il y a juste un décalage d'indice, k égale 1. Et ici, j'ai un k plus 1 au lieu d'un k. On voit bien qu'il y a quand même un lien assez étroit entre ces deux choses. Bien, alors pour montrer ça, je vais le montrer en calculant, comme c'est indiqué, la différence Hn plus 1 moins Hn. Et donc ça, je vais l'appeler Sn. Alors on forme Sn plus 1 moins Sn, équivaut donc somme de k égale 1 à n de moins 1 puissance k plus 1 sur k, Cn plus 1k moins Cnk. Donc là, j'ai fait la différence, mais jusqu'à l'indice n. Et comme j'ai n plus 1, eh bien, il faut que je rajoute le dernier indice. Et le dernier indice, il me vaut n plus 2, donc j'ai moins 1 puissance n sur n plus 1. C'est n plus 1, n plus 1, c'est-à-dire 1. Et là, eh bien, j'utilise, puisque k est supérieur ou égal à 1, j'utilise l'identité du triangle de Pascal qui me dit que Cn plus 1k, c'est Cnk plus Cnk moins 1. De sorte que, eh bien ça me fait la somme de k égale 1 à n de moins 1 puissance k plus 1 sur k, Cnk moins 1 plus moins 1 puissance n, plus 1. Et vous voyez que si je fais un petit changement d'indice, k donne k moins 1, et bien ça va devenir la somme de
k égale 0 à n moins 1 de moins 1 puissance k sur k moins 1, ou sur k plus 1, pardon, c'est nk. Donc toujours avec mon petit reste. Et là, vous voyez que apparaît la quantité que vous avez calculée précédemment, plus exactement son opposé. Et ça, eh bien, on a vu que ça valait moins 1 puissance n moins 1 sur n plus 1, c'est-à-dire 1, puisque j'ai un signe moins, moins 1 puissance n sur n plus 1, et vous voyez qu'il ne reste finalement que 1 sur n plus 1. Et donc vous avez montré que, quel que soit n supérieur ou égal à 1, eh bien Sn plus 1 moins Sn, c'est Hn plus 1 moins Hn. Alors l'intérêt d'avoir la différence, c'est que si vous faites la somme télescopique, eh bien vous voyez que, en sommant, vous voyez que Sn moins S0, c'est Hn, Sn moins S1, pardon, c'est Hn moins H1. Et donc pour conclure sur le fait que Sn égale Hn, il suffit de vérifier que S1 égale H1, H1 c'est 1, mais S1 qu'est-ce que c'est? C'est la somme de k égale 1 à 1, de moins 1 puissance 2 sur 1 fois 1. Donc cette chose est vraie. Et donc on a bien montré que quel que soit n supérieur à 1, Hn était égal à Sn. Voilà. Alors ça c'est pour la question petit b. On a petit c maintenant. Donc je vais commencer par... Donc je suppose que n est supérieur à 3 impair. Et je vais commencer par écrire, grâce à la formule précédente, ce que vaut Hn-1. Eh bien la formule précédente me dit que Hn-1, c'est la somme de k égale 1 à n-1, de moins 1 puissance k plus 1 sur k et nk. Bien, et là, je vais faire un petit changement de variable. J'ai posé k' égale n moins k, de sorte que Hn-1, ça devient, alors quand k vaut 1, k' vaut n-1, et quand k vaut n-1, k' vaut 1, donc k' va aller de 1 à n-1. Et ici, je vais avoir moins 1 puissance n moins k' plus 1 sur n moins k', c'est n moins k'. Très bien. Le point, c'est que n est impair, donc n plus 1 est pair, et donc moins 1 puissance n moins k' plus 1. Qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, ça vaut moins 1 puissance moins k', c'est-à-dire moins 1 puissance k'. Donc si je réécris ma somme, je vais réécrire, changer la notation. Donc ça, c'est moins 1 puissance k sur n moins k. C'est n moins k. Mais Cn n moins k, chacun le sait bien, c'est Cnk. De sorte que, eh bien maintenant, si je fais la somme de ces deux choses-là, eh bien, je tombe sur le fait que 2Hn-1 c'est la somme de moins 1 puissance k plus 1 facteur de 1 sur k moins 1 sur n moins k. C'est nk.
Et vous voyez que k égale 1 n, et vous voyez que quand je réduis au même dénominateur, bien, j'obtiens la somme moins 1 puissance k plus 1 de n moins k, c'est-à-dire n moins 2k, sur k n moins k. Et puis, c'est les k, je vais écrire ce que c'est n factoriel sur k factoriel n moins k factoriel. Eh bien, il suffit juste d'écrire que n factoriel c'est n moins 1 factoriel, et vous voyez que vous obtenez très précisément la formule qui vous est demandée ici. Voilà. Alors, je suppose maintenant que P est un nombre premier, petit d, P est un nombre premier, et je le suppose supérieur ou égal à 3, de sorte que je peux appliquer la formule précédente, et donc j'ai 2 HP-1 qui est égal à la somme de k égale 1 à P-1 moins 1 puissance 4 plus 1 de P-1 factoriel sur k factoriel P moins k factoriel P sur k P moins 2k sur P moins k. Très bien. Alors on vous demande de montrer que cette formule-là, de montrer que en fait vous pouvez sortir un facteur lambda p carré et obtenir ça comme reste. Donc en fait, ça revient à prendre la formule qu'on vient d'écrire, rajouter cette quantité-là et de voir si effectivement on peut l'écrire lambda p carré sur p moins 1 factoriel. Donc ça vous pousse à considérer la quantité. Alors l'intérêt c'est que les sommes, les deux sommes sont même indissage. Ici j'ai un moins 1 puissance k plus 1 que je vais pouvoir factoriser. Donc je vais rentrer le 2p ici. Et on est donc amené à regarder la somme pour k égale 1 à p-1. Donc je répète, hein, cette somme-là plus celle-là. Il s'agit de montrer que ça va être lambda sur p-1 factoriel fois p carré. Donc j'ai moins 1 puissance k plus 1 facteur 2. Alors je rentre le 2p à l'intérieur. J'ai donc p-1 factoriel sur k factoriel p moins k factoriel fois 2p sur p moins k, moins ce que j'ai calculé ici, c'est-à-dire p moins 1 factoriel sur k factoriel p moins k factoriel p sur k p moins 2k sur p moins k. Bien. J'aurais pu factoriser plein de choses, ben, je vais le faire maintenant. Vous voyez que je peux factoriser par ce morceau-là, je peux factoriser aussi par P sur P moins K, et donc ça, il me reste la somme de K égale 1 à P moins 1, P moins 1 puissance K plus 1. Alors, j'ai dit que je pouvais factoriser par P moins 1 factoriel sur K, P moins K factoriel, K factoriel P moins 1. Et je peux factoriser par P sur P moins K. De sorte qu'ici, bien, il va me rester 2 moins, et bien je vais avoir P moins 2K sur, qu'est-ce que je n'ai pas factorisé, et tout est bon, ça j'ai factorisé aussi, donc il va me rester le P sur K, il est parti, le P aussi, donc il va me rester
Mais cette chose, vous voyez que le 2K sur K, eh bien, ça me fait moins 2, ça tue le moins 2 qui est ici, donc cette chose n'est rien d'autre que moins P sur K. Et donc, on en déduit que cette somme vaut la somme de K égale 1 à P moins 1, de moins 1 puissance K plus 1, P moins 1 factoriel, sur K, K factoriel, P moins K factoriel, P moins K. Alors le K, c'est celui qui est là, hein, j'ai récupéré, et donc, alors j'ai ici moins, fois P2. Et donc j'ai presque fini en remarquant que, quoi? Eh bien, en remarquant que, la quantité K variant de 1 à P-1, eh bien vous voyez que K P moins K divise P-1 factoriel. Pourquoi? Eh bien parce que ces deux entiers sont forcément distincts et plus petits que P-1 factoriel. Pourquoi? Parce que s'ils étaient égaux, j'aurais P égale 2K, et comme P est un nombre premier, ben ça ne peut pas se produire. Du coup, cette quantité est entière, oui. Et eh bien, il me reste à montrer que ça, c'est factorisable par P-1 factoriel. Eh bien, c'est une évidence. Il s'agit juste de montrer que K factoriel, P-K factoriel, divise P-1 factoriel. Eh bien, en fait, ça divise. Je vous rappelle que CPK, CP factoriel sur K factoriel, P-K factoriel. Et donc ça, c'est un entier. Donc ça divise P-1, ça divise P factoriel. Seulement K est compris entre 1 et P-1. Donc P ne divise pas K factoriel et P ne divise pas P-K factoriel. Et donc par le lemme de Gauss, ça va impliquer que K factoriel P-K factoriel divise bien P-1 factoriel. Et donc, eh bien, ce morceau-là, je factorise par P2, chacun de ces morceaux-là, c'est une constante entière sur P-1 factoriel. Et donc, ça implique bien l'existence d'un lambda, tel que ça, ce soit lambda carré sur P-1 factoriel. Explicitement, le lambda, c'est la somme ici. Voilà. Alors, on passe à la question petit e, maintenant. Alors, petit e, on vous demande de montrer que... on vous demande de montrer que P-1 jusqu'à P-K plus 1 était congru à moins 1 puissance K plus 1 fois K moins 1 factoriel modulo P. Bon, ça c'est une évidence parce que P moins I est congru à moins I modulo P. Et donc si vous multipliez, prenez I égale 1, 2, 3, jusqu'à K moins 1, eh bien vous multipliez K moins une fois les entiers moins 1, moins 2, moins 3, et donc vous obtenez exactement, alors plus exactement quand vous le faites, au lieu d'obtenir moins 1 puissance K plus 1, vous obtenez moins 1 puissance K moins 1, mais évidemment moins 1 puissance K plus 1 est égal à moins 1 puissance K. Bien, on vous demande d'en déduire que il existe lambda tel que
qu'il existe un entier lambda k tel que p-1 factoriel sur k factoriel p-k factoriel soit égal à lambda k fois p sur k factoriel plus moins 1 puissance k plus 1 sur k. Bien, eh bien vous utilisez ce qui est fait précédemment. Ce qui est fait précédemment vous dit que P-1 sur P-K, P-1 factoriel, pardon, sur P-K factoriel, c'est-à-dire P-1, P-K plus 1, c'est congru à moins 1 puissance K plus 1, K moins 1 factoriel. Ça, c'est exactement dire bien qu'il existe cette constante, d'accord, appartient à Z, telle que P-1 factoriel sur P-K factoriel, ce soit moins 1 puissance K plus 1 sur K moins 1 factoriel plus lambda K fois P. Traduction de la congruence, c'est le module P. Bien, et ben il ne vous reste plus qu'à diviser par K factoriel, et vous voyez tout simplement que P-1 factoriel sur K factoriel P moins K factoriel, c'est, si je divise, moins 1 puissance K plus 1 sur K, plus lambda K P sur K factoriel. Ce qui montre le petit e. Alors, on va passer au petit f. Le petit f, ben, on va réutiliser la somme qu'on a ici. Et on va utiliser la même astuce que précédemment. Je vais faire la différence et je vais essayer de montrer cette chose-là. Alors, petit f, eh bien, je reprends donc l'expression que j'ai trouvée ici, et puis je vais réinjecter cette valeur ici, que j'ai trouvée dans petit e. Donc j'ai 2hp-1, qui est égal à lambda p carré, sur p-1 factoriel, moins 2p, facteur de la somme de k égale 1 à p-1 de moins 1 puissance k plus 1. Alors, je remplace ça par ça, c'est-à-dire lambda k fois p sur k factoriel, plus moins 1 puissance k plus 1 sur k fois 1 sur p moins k. Et donc je développe, et bien ça va me valoir lambda p carré sur p moins 1 factoriel, moins 2p, somme de k égale 1 à p moins 1, de moins 1 puissance k plus 1, lambda k, sur k factoriel p moins k. Oui. Et fois p. Et ensuite, moins 2p, moins 1 puissance k plus 1 fois moins 1 puissance k plus 1, ça me fait toujours 1. Donc il va me rester somme de k égale à p moins 1 de 1 sur k, p moins k. Très bien. Alors évidemment, eh bien, on voit bien ce que va valoir mu. Le mu en question, eh bien, c'est à nouveau, comme dans l'exercice passant, c'est que comme k est supérieur à 1 est inférieur à p moins 1,
eh bien k factoriel p moins k factoriel divise p moins 1 factoriel. Et donc par conséquent, ça divise p moins 1 factoriel. Donc en fait, si vous voulez explicitement, et une fois n'est pas coutume, je vais écrire, le mu, c'est explicitement, c'est moins 1 puissance k plus 1 de p moins 1 factoriel sur k factoriel p moins k factoriel. Et donc la remarque qui est ici montre que ça, c'est chacun des termes de la somme est entière, donc ça c'est un entier. Et donc, eh bien, le mu est remplacé ici et vous donne cette formule. Bien, eh bien c'est bientôt la fin de l'exercice. La fin de l'exercice, c'est comprendre ce qui se passe sur cette somme-là. Eh bien, cette somme-là, il suffit juste de faire une petite décomposition en éléments simples. Elle n'est pas très très violente. Ça, c'est 1 sur k plus 1 sur p moins k. Le tout fois 1 sur p. Pourquoi? Bien parce que quand vous réduisez au même dénominateur, vous voyez apparaître 1 sur p moins k plus k, qui me fait p. Donc il y a un facteur 1 sur p. Donc du coup, eh bien, la somme de p, somme de k égale 1 à p moins 1, c'est 1 sur k p moins k. Bien, c'est... Alors, le p va être tué, c'est 2 fois la somme de k égale 1 à p moins 1, 1 sur k plus 1 sur p moins k. Seulement quand vous sommez ces deux choses-là, eh bien, vous faites exactement apparaître hp moins 1 deux fois. Donc ça me fait 4 fois hp moins 1. Vous voyez qu'ici, vous le sommez à l'envers. Et donc, du coup, eh bien, cette somme-là, c'est moins 4 fois. Donc le moins hp moins 1. Si je le passe de l'autre côté, eh bien, j'obtiens que 6 hp moins 1 est égal. Donc, il ne me reste plus qu'à factoriser. Je peux factoriser par p carré sur p moins 1 factoriel. Et je vais avoir lambda moins 2 mu. Et le m, le grand m, c'est donc cette chose-là. Bien, et ben ça finit l'exercice. Pourquoi? Parce que si maintenant vous prenez p supérieur ou égal à 5, et bien si vous appliquez VP de 6, si p est supérieur à 5 va être nul, j'ai donc VP de 6 HP moins 1 qui est égal à VP de M plus VP de P de C2 moins VP de P moins 1 factoriel. Donc ça, c'est VP de 6 plus VP de HP moins 1. Donc comme je viens de le dire, ça c'est nul puisque P est supérieur à 5. VP de M, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est positif. Cette chose-là est positive. Ça vaut 2. Et ça vaut 0 comme on l'a montré dans les questions précédentes. Et vous voyez que ça implique bien que VP de HP-1 est supérieur ou égal à 2. Ce qui veut dire, je renvoie aux questions précédentes, que si je l'écris sous la forme irréductible A sur B, alors P carré divise A. Voilà, ça achève cet exercice. J'espère que la démonstration n'a pas été trop laborieuse, elle est précalculatoire. Ceci dit, je fais un petit commentaire quand même, comme j'aime bien faire, hein, vous savez que j'adore parler. C'est une idée sortie d'un chapeau, c'est très difficile
d'avoir une stratégie pour en arriver là. Toute l'astuce repose sur la réécriture de HM grâce à cette formule-là. Et ça, c'est vraiment sorti d'un chapeau. Parce qu'il ne s'agit pas d'un réarrangement astucieux il ne s'agit pas d'un réarrangement astucieux de la série, je ne commute pas les termes, là c'est beaucoup plus subtil. C'est cette idée arithmétique qu'on a pu exploiter par la suite pour montrer la factorisation par P2. Et ça fait partie des trucs à la fois magnifiques, extrêmement mystérieux. Comment est-ce qu'un homme arrive à penser à une telle formule, ce que l'on dit sorti d'un chapeau. L'homme est une bien belle chose dans cette nature, en tout cas ses idées, ce qui mérite bien qu'on le protège finalement, en dépit de toute la médiocrité qu'il peut avoir parfois. Sur ces bonnes paroles philosophiques, mes chers étudiants, je vous envoie ma bénédiction pour vous protéger du coronavirus et je vous dis à bientôt. Au revoir.